Je suis chargée d'introduire la thématique de ce soir, qui est sauver des vies. Ce sont des soignants, ce soir, qui vont nous en parler. Des soignants, ou plus précisément, parce que les mots sont importants, des personnes qui prennent soin de la vie, de celle des autres, mais de la leur aussi. Des personnes qui vont nous rappeler ce soir combien la vie est fragile et précieuse et demande une infinie délicatesse, une attention précise, soutenante, affûtée, pour ne pas basculer lors d'un instant d'inattention, lors d'un moment de renoncement, lors d'une tentation, de la lassitude, dans une indifférence qui peut avoir des accents mortifères. Pourquoi cette thématique pour inaugurer cette première édition d'Orature ? Parce que nous croyons profondément que la parole a quelque chose à voir avec la vie, que prendre soin des mots, c'est prendre soin du monde, qu'une parole vivante requiert elle aussi de l'attention, de la délicatesse, et que l'absence de parole, ou l'absence de soin à la parole, ou l'instrumentalisation de la parole peuvent coûter la vie. Alors oui, ce soir, nous faisons le pari d'une parole vivante, d'ouvrir un espace où la parole peut se dire, d'une parole vivante, c'est-à-dire d'une parole imparfaite, authentique, qui reflète les aspérités du réel et qui ferait un passage pour témoigner de nos vécus individuels et collectifs. Loin de la parole performante qui percute, nous ouvrons une parole performatrice qui relie. Prendre la parole ce soir, c'est donner vie à nos histoires et peut-être humblement raisonner avec toutes celles et ceux pour qui prendre la parole ailleurs, sous d'autres cieux, c'est peut-être chercher un moyen de sauver des vies. Orature. 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 Alors la première personne à qui je vais passer la parole s'appelle Mathéo. Il a 24 ans, première étiquette. Il est étudiant en école d'infirmier en 2e année. Avant, il a été bénévole comme pompier de Paris. Et puis depuis 6 ans, il est bénévole à la SNSM, Société Nationale des Sauveteurs en Mer. Et à la question d'où te vient l'envie de soigner les gens, Mathéo m'a dit « J'ai pris le train du sauvetage en marche, personne ne travaille dans le soin dans ma famille. Et la SNSM, ça me prend tous mes week-ends. Et puis au moins 2 à 3 soirs par semaine. Ce soir, c'est l'envie de parler de la force du collectif qui le fait monter sur scène. Mercredi, 17 juillet 2024. On est sur la plage, des Oliviers, à Royan. Il fait super beau, il fait même très très chaud aujourd'hui. Comme tous les jours, on ouvre la surveillance du poste de secours à 10h30. On a Tatiana et Gaëtan, à droite, sur la plage. À gauche, on va avoir Milan et Maxime. Ils surveillent des colonies de vacances. Il y en a d'ailleurs particulièrement aujourd'hui. Ça se passe bien. Moi, je suis au poste de secours, avec Antoine et Thibaut. On discute, on refait le monde, comme tous les jours. On surveille. Vers 16h, il y a Erwan qui arrive au poste de secours. Erwan, c'est un super ami à moi. Ça fait des années qu'on se connaît. C'est notre chef de secteur. Il passe nous voir tous les jours. Il passe discuter avec nous. Avec Erwan, il y a un truc bizarre. Dès qu'on est ensemble, on ne sait pas expliquer pourquoi. Mais il y a comme une malédiction. À chaque fois, on est les chats noirs. Dès qu'il vient, il y a un truc qui se passe sur la plage. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment ça arrive, mais c'est comme ça. Ça va, Erwan ? Ouais, très bien. Ta journée se passe bien ? Ta tournée s'est bien passée ? Ouais, écoute, RAS, il fait beau aujourd'hui. Il fait un peu chaud même. Mais bon, c'est tranquille, il y a du monde, on profite. Là, il y a Antoine, d'un coup. Il part. Il met des grands coups de sifflet. Il y a Thibaut qui le suit. Il court au bord de l'eau. Milan et Maxime, ils prennent le bateau. Ils partent au large. On sait pas ce qui se passe. Avec Erwan, on prend nos jumelles. On commence à scruter la plage. À scruter l'eau. On s'approche de la ligne des 300 mètres. Et là, on voit un groupe de 5 personnes. Ils font des grands signes. Il y a une jeune fille, elle tient une personne. On dirait qu'il a 70 ans. Il fait le bouchon dans l'eau.
Là, il y a le bateau. Il arrive à fond. Il les récupère. Le plus vite qu'ils peuvent. Et là, à la radio, ça hurle. Urgence, urgence, urgence. On a une personne inconsciente. On la ramène sur le sable. Avec Erwan, on se pose pas de questions. On récupère nos téléphones. On saute sur le quad et on descend au bord de l'eau. Le plus vite possible. On fonce. On arrive. Il soulève la victime. Il la dépose sur le sable. Il est inconscient. 16h58. On commence le massage cardiaque. La victime, elle est inconsciente. Elle ne respire pas. 17h02. Je décroche mon téléphone. Allô ? Bonjour, SAMU 17, que puis-je faire pour vous aider ? Oui, bonjour, je suis le chef de poste des Oliviers. On a une personne en arrêt cardio-respiratoire, elle a environ 70 ans. Il nous faut un SAMU en toute urgence. Le SAMU, il va arriver. Maxime, il masse. Il fait ce qu'il veut. Il est au massage cardiaque. Milan, il a commencé à monter le matériel d'oxygène. Il est à la tête, il fait les insufflations. Erwan, il est parti en courant, chercher la rubalise. Et moi, je prends le pouls. Il se passe rien. 10 secondes, pas de pouls. On continue le massage cardiaque. 17h07, une personne arrive vers moi. Il en pleure. Il me tend un téléphone. Allô ? Bonjour ? Et là, il y a une dame qui me répond d'une voix tremblante. Oui, bonjour. Comment il va, Didier ? Didier ? Didier, c'est le nom de la personne qui est allongée sur le sable, qui est inconsciente, qui est en arrêt cardio-respiratoire, que mes collègues sont en train de masser. Didier, madame, votre mari, Didier, il est en arrêt cardio-respiratoire. On fait ce qu'on peut. Là, on a commencé le massage cardiaque. On attend le SAMU. On attend un médecin. On va faire de notre mieux. Je suis désolé, madame. Je dois retourner auprès de votre mari m'en occuper. Je redonne le téléphone à cette personne en pleurs. Et je retourne auprès de mes collègues. Là, Gaëtan a repris le massage cardiaque. Je reprends le pouls à l'artère fémorale. Rien, pas de pouls. On continue le massage cardiaque. Gaëtan continue à masser. Milan continue les insufflations. 17h10. On continue le massage cardiaque. Erwan a pris le relais. Là, il y a une personne qui se présente devant nous. Une femme, anglaise, avec un fort accent, qui vient nous voir. Elle est médecin urgentiste. Et là, elle commence à nous demander du matériel pour poser une perfusion, pour intuber le patient, pour intuber Didier. On n'a pas de matériel. Nous, on a juste un simple sac de secours avec un défibrillateur. On prend le pouls ensemble. Pareil, pendant 10 secondes. Rien. Pas de pouls. Toujours pas de pouls. On continue le massage cardiaque. Erwan masse. Milan continue les insufflations. 17h17. Les pompiers arrivent. Les pompiers posent le pied sur le sable. Ils arrivent vers nous. Ils prennent le relais. Il y a un pompier qui reprend le massage cardiaque. La médecin, toute contente, se dit qu'on va avoir du matériel. Mais non, les pompiers, ils sont comme nous. C'est des secouristes. On reprend le pouls. 10 secondes. Rien. Toujours pas de pouls. On continue le massage cardiaque. 17h23. Là, on continue à tourner. C'est Gaëtan qui reprend le massage. Milan toujours aux insufflations. Avec le médecin, on reprend le pouls. On a un pouls. Je sens quelque chose sous mes doigts. Il y a un pouls. Les gars, on l'a récupéré. Stop, on arrête le massage cardiaque. Milan, continue les insufflations. Les gars, on l'a récupéré. On a sauvé Didier. Didier, il est encore inconscient, mais Didier, son cœur, il bat. Là, 17h26. Le SAMU met le pied sur le sable. Enfin, on a enfin un médecin. Ils arrivent. Ils posent une perfusion. Ils posent leur scope. Ils intubent Didier. La situation devient plus calme. Tout le monde retrouve le sourire. On décide de remonter Didier jusqu'au poste de secours pour pouvoir ensuite le mettre dans l'ambulance. On descend un plan dur. Didier, c'est un beau bonhomme. Faut se mettre à 6 personnes pour le remonter du bas de la plage jusqu'au poste de secours. Et on n'est pas de trop. On le remonte. À 17h35, il est dans l'ambulance du SAMU. Il est pris en charge. 17h35, Didier s'en va de la plage. Nous, on range la plage. On repart à notre surveillance avec une expérience bizarre. Le 21 août 2024, il doit être 18h10, on s'apprête à fermer la surveillance. Je suis au poste de secours, et là il y a une personne qui arrive vers moi, avec des lunettes de soleil, un chapeau. Je sais pas qui c'est. Il se présente, il me parle. Didier ? C'est Didier. Didier est en vie ? Didier est devant moi ? Didier me parle ? Il est debout ? Il n'a pas de séquelles ? Vous êtes déjà retrouvé devant quelqu'un à qui vous avez sauvé la vie ? Moi c'était la première fois. Didier il était venu avec de quoi grignoter, de quoi boire. On décide de prendre des tables, après avoir fermé le poste de secours, de les poser dehors. On s'assoit, on a plein de questions à poser à Didier, il a plein de questions à nous poser. On va en apprendre plus sur son histoire. Ça fait 30 ans que Didier, il vient sur la Royan, sur la plage des Oliviers, qui va nager avec ses 2 voisins et amis, ses petites filles, qui va toucher les bouées des 300 mètres. Ces bouées que nous on surveille toute la journée, où tous les matins on va nager, on va toucher les bouées. Et là cette année, Didier malheureusement il a pas réussi à aller aux bouées. C'était la première fois, ça arrivait. Mais on continue de discuter, la soirée continue. Avec Erwan, on a une idée, on décroche la flamme du poste de secours, le drapeau vert. Et là,
On se décide de tous signer. Antoine, Gaëtan, Charles, Tatiana, Milan, Maxime et moi, on signe tous la flamme. On met un petit mot pour Didier. On lui souhaite une bonne continuation. On prend le temps de continuer de discuter avec lui. La soirée se passe. On se quitte sur une promesse de se retrouver l'année prochaine sur la plage des Oliviers, à Royan, pour fêter cet anniversaire, cette renaissance de Didier. La deuxième porteuse d'histoire ce soir, c'est Léa. Léa est médecin anesthésiste en pédiatrie. Elle est aussi maman d'une petite Ariane. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit ça doit pas être facile de coucher tous les soirs une petite fille de 16 mois quand on endort et on réveille des enfants toute la journée. Et ce qui m'a touchée avec Léa, c'est son amour pour son métier, malgré l'épuisement, les conditions de travail. Je me suis dit, en l'écoutant, Léa fait partie de ces héros du quotidien que l'on entend trop peu. Et ce qui la pousse à prendre la parole ce soir, c'est l'envie de témoigner, de nous raconter le Covid des soignants, leur abnégation, leur capacité à faire front. Ce soir, ce qui l'anime, c'est de nous livrer ce point de vue que l'on n'a pas assez entendu et que l'on a récompensé rapidement avec quelques applaudissements le soir à nos fenêtres. Le 31 mars 2020, destinataire de ce mail, médecin du pôle anesthésie, réanimation et services d'urgence du CHU de Rennes. Objet, appel à volontaires pour participer à l'évacuation sanitaire de patients parisiens covidés vers la région Bretagne. Bon, je suis anesthésiste pédiatrique, j'ai pas fait de réanimation depuis plus de 5 ans. Cette mission, elle s'annonce quand même hyper challengeante. J'ai tout pour dire non. Et en même temps, je dois le faire. J'ai envie de le faire. J'ai dit oui. Me voilà embarqué dans la mission Chardon 8. Mon ordre de mission en poche. Rendez-vous au SAMU 35, le samedi 3 avril à 14h. C'est à ce moment-là qu'on prend connaissance de l'équipe qui va partager cette mission avec nous, direction la gare de Rennes, en direction de Paris. À Paris, le bus de la ville de Paris nous attend. On est tous masqués, avec des regards hyper attristés, hyper étonnés de voir toutes ces rues désertes. Et en même temps, on prend la direction d'Austerlitz, où le chef d'opération de la mission nous attend, de pied ferme, pour pouvoir camper nos wagons et pouvoir transporter nos patients dimanche matin dans de bonnes conditions. Donc c'est à ce moment-là qu'on prend connaissance d'Anthony, le logisticien, qui va se charger de faire la transition entre le matériel et le wagon médical. Chacun est à son poste, tout le monde prépare son brancard, son moniteur, son respirateur. Tout le monde est concentré, on a une checklist à respecter. Le temps passe et à 23h, le chef d'opération nous invite à aller nous reposer dans notre chambre. Donc, en ordre, en file indienne, on fait la queue, on attrape une bouteille d'eau, une pizza, notre badge, et puis on va s'installer dans notre chambre. Extinction des feux. 4h30, le réveil sonne. Est-ce que j'ai dormi ? Je sais plus. Je suis portée par l'adrénaline, par l'inconnu qui nous attend. Et c'est là que la mission commence. On remonte dans le bus, on retourne au quai. Ultime checklist sur les quais d'Austerlitz. On est amené dans les ambulances, un infirmier par ambulance. Je suis mon trio, Adrien, Jean-Marc. On file au Kremlin Bicêtre et à ce moment-là, sur le parking, on enfile notre combinaison, notre masque FFP2, nos gants, double paire de gants. On file dans les couloirs, on passe les portes, les murs décrépits de l'hôpital de la PHP. On arrive en réanimation, on est accueilli par une infirmière. Cette infirmière, avec un masque de ski, faute d'autres mesures de protection, son regard complètement épuisé, qui, en fait, nous accueille comme le Messie en disant « Vous allez nous aider ». À ce moment-là,
On nous oriente vers 2 chambres. On nous présente les patients, l'interne de garde, épuisé. Ne serait-ce que de le regarder, on sent que les patients sont précaires. Il me présente les patients qui ont effectivement une défaillance respiratoire, mais pas que. Il y en a un qui vient d'être dialysé. Il y en a un autre qui a besoin de grosses doses de médicaments pour maintenir sa tension artérielle. À ce moment-là, je m'arrête. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on est en train de faire ? C'est pas raisonnable de transporter ces patients. On a plusieurs heures de route. On peut pas le faire. Il faut arrêter là. Et en même temps, on n'a pas le choix. En fait, il faut y aller. Donc, on installe les patients sur le brancard. On les installe dans l'ambulance. Je monte dans l'ambulance avec le patient le plus précaire. On arrive à Austerlitz. À ce moment-là, la sécurité civile nous aide à transporter les patients, à monter les civières dans les wagons de train, à les installer, tel un balai hyper bien organisé. On s'installe, chacun est à son poste. On vérifie tous les pouces seringues. Est-ce que toutes les batteries sont branchées ? Est-ce que toutes les bouteilles d'oxygène sont prêtes ? Est-ce qu'elles sont pleines ? Est-ce qu'on va avoir assez d'autonomie ? Ok, tout est ok, le train part. À ce moment-là, chacun est à son poste, toujours bercé par le scope, par les bruits des battements du cœur. On prend la route de Rennes, on arrive à Rennes, soleil éclatant, la pression descend, les patients ont été stables, on est quasiment arrivé à bon port. On sort une dernière fois du quai, on est ébloui par le soleil, la pression se relâche, on remonte dans les ambulances qui nous attendent patiemment sur le quai de la gare. À ce moment-là, on reprend le cortège et l'escorte qui nous amène à Pontchaillou. Le chemin est un petit peu accidenté. Mon ambulance prend un nid de poule. À ce moment-là, la bouteille d'oxygène qui est reliée au patient le plus grave tombe dans l'ambulance. Elle se casse. Plus d'oxygène pour le patient. Je crie, je sors, je crie, je me dis « Il me faut de l'oxygène, il me faut de l'oxygène !» Et à ce moment-là, il n'y a personne. Tout le monde est sur le quai, tout le monde est concentré à surveiller son patient. Et moi, j'ai besoin d'oxygène, j'ai pas d'oxygène de secours. Ça peut pas s'arrêter là pour ce patient. On est si près du but. Et là, je vois quelqu'un arriver, je le connais pas, je sais pas d'où il sort. Il a une bouteille neuve. On rebranche le patient, on le stabilise et on peut enfin repartir. On arrive à Pontchaillou. À ce moment-là, la pression redescend. Je connais les lieux. On transfère nos patients dans les chambres de réanimation. On fait nos transmissions à nos collègues qui vont pouvoir les prendre en charge. Nos patients sont arrivés à bon port. Notre mission est terminée. Ça fait 24 heures que j'ai pas dormi. On a passé des moments inoubliables, incroyables, tellement forts. On a transporté 24 patients. Notre mission est terminée. Il le fallait, c'est mon métier. Orature. C'est à Jean-Philippe maintenant de parler. Jean-Philippe est médecin gynécologue, spécialiste de la chirurgie réparatrice, autrement dit spécialiste de ces mots que l'on prononce souvent parcourus par un frisson quand on est une femme. Infibulation, excision. Il est médecin à l'hôpital de Laval. Ce qu'il pousse ce soir à nous raconter son histoire, c'est la foi dans l'humanité, sa confiance profonde dans le dialogue entre les mondes, la force de la rencontre, avec l'altérité, au-delà des préjugés. C'est un message d'espoir qu'il m'a livré, qu'il va vous livrer ce soir, un message d'espoir et de curiosité pour aller voir au-delà des apparences, au-delà des a priori et des croyances. « 70 000. 70 000, c'est le nombre de femmes excisées en France. J'ai reçu ce chiffre il y a une dizaine d'années environ. Il a provoqué une réaction chez moi. Je me suis dit, qu'est-ce que Jean-Philippe, gynécologue, faisant de la chirurgie, peut proposer à ses patientes ? En tant que scientifique, j'ai regardé. J'ai vu que la technique chirurgicale existait déjà. Malheureusement, elle était récente, elle n'était pas encore codifiée.
Il n'y avait pas de manuels chirurgicaux là-dessus. J'ai dû reprendre les techniques anciennes de compagnonnage et j'ai contacté un de mes collègues qui était chirurgien novateur, Sébastien Mazou, à Angers, pour me transmettre cette technique opératoire. Sont suivis plusieurs allers-retours à Angers pour apprendre pas à pas les gestes de cette technique. Une fois cet apprentissage fait, je me suis quand même posé une question. Ce n'était pas uniquement une réparation chirurgicale dont il s'agissait. Ce problème d'excision était intimement lié à la culture, d'où il est issu, l'Afrique. Il était aussi, pour les patientes, un mécanisme de réparation beaucoup plus large, de réappropriation de soi, beaucoup plus large qu'une technique opératoire. Par ailleurs, il était souvent associé à un syndrome post-traumatique important. Face à ce problème, j'ai dû faire une deuxième rencontre. Il s'agit de Martha Diomandé. Cette femme est africaine, petite fille d'exciseuse, prof de danse, entre parenthèses, et aussi militante, vraiment assidue pour lutter contre l'excision en Afrique. Martha m'a pris par la main et m'a emmené en Afrique, dans la région d'où elle est issue, en Côte d'Ivoire, à l'ouest de la Côte d'Ivoire, dans une région où l'excision est extrêmement marquée. Et ensemble, on a fait des rencontres. Notamment, on a rencontré les matrones, qui sont des personnes extrêmement importantes, qui font les excisions, mais qui sont aussi responsables de la transmission des traditions et de la culture des femmes. J'ai fait ces rencontres. J'ai fait après des conférences avec Martha. Et petit à petit, je me suis approprié le sujet d'un point de vue culturel. C'était la deuxième étape de mon voyage. La première était cérébrale, mon cerveau, le cerveau droit. La deuxième, c'était plutôt mon cœur qui parlait et que j'avais rempli avec des nouvelles croyances. Je ne parlais plus de choses horribles qui étaient arrivées, mais plutôt de poids de la tradition, plutôt de importance de la tradition africaine. Et donc, c'est cette deuxième étape qui m'a accompagné. J'étais à ce niveau-là prêt pour recevoir les patientes en consultation. La première patiente est arrivée. Il s'agissait de Fatoumata. Nos trajectoires étaient vraiment différentes. Trajectoire culturelle, trajectoire migration, trajectoire de genre. J'étais un peu aidé par ce que j'avais déjà appris. Et puis, la rencontre a eu lieu. Chacun s'est mis dans son rôle, soignant, soigné. Chacun a accepté ce rôle-là. Ensemble, on a pu avancer. Tout d'abord, déterminer si c'était le bon moment pour elle, si elle avait fait une part du chemin qui pouvait l'accompagner jusqu'à la réparation. Voir si elle savait exactement ce qu'il en était, si ses attentes étaient en accord avec notre offre, entre guillemets, et puis aussi l'accompagner sur un petit peu son désir et si elle était prête à ce moment-là. Finalement, après ce travail d'accompagnement, elle était prête. Nous avons arrêté une date opératoire. Nous avons décidé de programmer ça. Le jour est arrivé. Enfin, je dois quand même parler de la veille, qui n'a pas été simple. Simple pour moi, tout d'abord, parce que la veille, je me suis retrouvé tout seul, en me disant, mais où es-tu ? Tu vas intervenir sur un organe et tu vas engager suite la vie de la patiente. Donc, j'étais vraiment pas bien à ce niveau-là. J'imagine que Fatoumata n'a pas été bien aussi la veille parce qu'elle devait se mettre d'équerre avec sa culture, avec sa famille, se poursuivre dans son projet et aussi, et ça elle me l'a dit après, souffrir dans une région qui avait déjà souffert. Finalement, le jour est arrivé, le matin est arrivé et par hasard, mais je ne sais pas s'il y a vraiment du hasard dans cette histoire, j'ai rencontré Fatoumata sur son lit d'hôpital dans l'ascenseur. On descendait ensemble au bloc opératoire. Et là, j'ai croisé son regard. Et dans son regard, j'ai tout vu. La peur, l'espoir et aussi l'envie de le faire. Je garderai toujours ce regard en tête. Nous avons été dans la salle d'opération. Et là, j'ai une habitude, c'est je me positionne, je vais toucher le bras de la patiente pour essayer de la rassurer. C'est un environnement qui est assez inhumain et hostile. Et en général, je fais ça. Là, finalement, avec Fatoumata, on s'est serré la main. Et là encore, j'ai senti une grande intensité. Il y avait la tête, il y avait le cœur, et là, c'était le corps qui parlait. J'aurais pu avoir peur de tout ça, de toutes ces sensations qui venaient un peu brutalement, mais
curieusement, elles m'ont porté plutôt. Elles m'ont aidé. La lumière des ciélétiques s'est allumée. Chacun a joué son rôle. L'intervention a eu lieu. Ensuite, j'ai revu plusieurs fois Fatoumata. La dernière fois où je l'ai vue, c'était environ 6 mois après l'intervention, elle est venue avec son mari, que je ne connaissais pas. À vrai dire, je ne l'ai pas réellement reconnue. Elle avait changé. Elle se tenait plus droit. Un poids était parti. Ses vêtements étaient colorés. Il y avait du rouge, il y avait du vert. Elle était maquillée, je crois. Bref, elle était belle et vraiment, elle rayonnait. La consultation a eu lieu. Chacun, nous sommes félicités les uns et les autres de cette chirurgie qui s'était bien passée. Et finalement, j'ai réaccompagné le couple dans la couloir. Et si je me rappelle bien, en quittant, nous étions tous les trois plus droits. Orature. La dernière personne qui va parler ce soir s'appelle Benoît. Et avant de me dire son métier, Benoît m'a dit « Moi, je suis père de famille et très heureux en mariage. » À la fin de ses études, Benoît est rentré dans la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, où il est resté jusqu'en 2014, avant de devenir sapeur-pompier dans le Morbihan. Depuis 2020, il mène une autre vie. Ce qui le pousse aujourd'hui à prendre la parole, à nous livrer cette histoire, son histoire, c'est le besoin de faire un deuil et d'aller rendre hommage, honorer sa mémoire. Son message, c'est celui de la résilience, qu'il faut parfois traverser la mort pour aller vers la vie. Maxime, vous pouvez me préparer les plans d'exécution pour le lot gros œuvre sur le projet Stella Maris. Et je dois envoyer ça au bureau d'études structure. Ça c'est moi. Benoît Roland, directeur d'opération pour un promoteur immobilier en Bretagne Sud. Je vise des plans, j'analyse financièrement des projets, juridiquement, je accompagne et je parle le langage du chantier. Ce Benoît-là, il devait jamais exister. En fait, c'était pas dans mes plans. Non, je vous le jure. Bon, je vais vous raconter. Promoteur immobilier. Non, attends, Nico. Promoteur immobilier. Promoteur, quoi. Moi, aujourd'hui, Nico, mon taf, c'est d'éteindre des feux, faire un peu d'hélico. Ok, je suis d'accord, 2-3 chats dans les arbres, tu gères un peu de fuite d'eau, mais ça a quand même beaucoup plus de sens que de construire des immeubles, non? Tu me vois vraiment là-dedans? Ça, c'est moi. Mais le mois d'avant, le Benoît, un soir en terrasse, le 3 janvier 2019, qui buvait un verre avec un de ses meilleurs potes, qui bosse dans la promotion immobilière. Je suis face à un défi. Soit j'accepte de me réinventer, de refaire une reconversion professionnelle, ou de me laisser abattre. J'ai le choix. Je m'accroche au connu, ou j'embrasse l'inconnu. Moi qui n'avais rêvé que de faire un seul métier, moi qui ne rêvais que de faire ce métier, le métier que je faisais, la vie m'a demandé de me réinventer. Donc c'est fini. Terminé.
Plus d'opérations? Professeur, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que le sport, ce qui me définit, c'est fini? Mon métier? Ma passion? C'est terminé. Tout ce qui me construit, tout ce qui me définit, tout ça s'envole. Comme dans un mauvais rêve. Ça, c'est moi. Mais le moi que j'aime pas. Le moi du 22 novembre 2018 à l'hôpital de Strasbourg. Le Benoît à qui on apprend une triste nouvelle. Une nouvelle qui allait changer sa vie. La fin d'un parcours. 1 an de soins, 1 an d'aller-retour à l'hôpital, 1 an d'examen, 1 an d'attente. Oui, mais 1 an d'espoir. L'espoir qu'avec cette opération, je puisse revenir en arrière, avant la tumeur. Cette phrase qui scelle 1 an d'incompréhension me fait comprendre que je ne reviendrai pas en arrière. Le vrai moi, le moi que j'aime, le moi que j'admire, il n'est plus là. Bon, les gars, moi j'y vais. Je vais vite fait rouler là, je vous laisse, parce que cet après-midi, vous savez, je dois aller à l'hôpital. Bon, bref. Dans tous les cas, ce qu'on fait, c'est que moi, je suis de garde samedi. Je sais pas si vous êtes là, vous, samedi, mais on se tient au courant vendredi soir. Comme ça, on s'organise la bouffe du samedi soir. Bon, allez, bonne garde, les gars. Salut, bisous. Ça, c'est moi. Ça, c'est le grand moi. Ça, c'est le grand moi. Benoît Roland, sapeur-pompier du Morbihan. Ça fait 4 ans que je suis revenu dans mon département natal, riche de très belles années à la brigade des pompiers de Paris. Je suis plein d'énergie. Entre mes gardes de 24 heures au centre de secours et mes repos, où je partage mon quotidien avec ma famille, ma fille. On attend le 2e, le sport et mes révisions. Je passe le concours d'officier dans un peu moins d'1 mois. Mais c'est le Benoît qui se lève de sa garde, le 3 janvier 2018, sans savoir que tout allait basculer. Je me souviens bien. Bam, écouteurs dans les oreilles. Je monte sur mon vélo, comme après chaque garde, prêt à en découdre avec l'asphalte pendant 2 heures. Bon, les yeux un peu collés, avec un peu de suie au niveau des ailes du nez. On avait fait un peu de feu de voiture pendant la nuit. Bien sûr, je m'en souviens. Quand je me lève, quand je me couche, quand je ferme les yeux devant vous ce soir, bien sûr que je me souviens de cette garde-là. C'était la dernière. Mais ça, je ne le savais pas. Papa? Papa? Est-ce que tu penses que quand je serai grand, je pourrais devenir sapeur-pompier? Papa, est-ce que tu penses que je serai assez fort? Assez courageux? Est-ce que tu penses que je pourrais sauver des vies? Ça, c'est mon mini-moi, mon petit Benoît. Le Benoît insouciant, le Benoît rêveur. Le Benoît qui regarde l'avenir avec des étoiles plein les yeux. Ce Benoît-là, il a une très grande qualité, c'est qu'il ne voit que la destination et pas du tout le chemin. Il se pose pas de questions, il avance, il se met en marche pour y arriver. Et ben c'est à ce Benoît-là que j'ai envie de dire bravo! Mais bravo Benoît! Tu as réussi! Tu as été courageux, tu as été déterminé, tu as tout fait pour que ton rêve
deviennent ton quotidien. Mais aujourd'hui, c'est le Benoît du 31 octobre devant vous. Le Benoît qui est tombé, qui s'est relevé, qui s'est transformé. C'est le Benoît qui ose, devant vous, ce soir, vous raconter cette histoire. Vous raconter mon histoire. C'est ce Benoît qui s'est rendu compte que le mot courage n'était pas complètement caché derrière un uniforme, mais tout simplement, peut-être sur le chemin parcouru pour devenir soi. Alors ce soir, le Benoît de ce soir, moi, j'aimerais dire à mon petit Benoît, hé gamin, c'est pas seulement des vies que t'as sauvées, c'est la tienne. Orature.